S'il y a une chose que certains analystes en économie et en relations internationales ignorent souvent, c'est à quel point la géographie et la culture déterminent le comportement des nations. Ou alors, lorsqu'ils font des analyses du scénario international, ils partent du principe que les autres nations vont percevoir l'univers de la même manière et, par conséquent, auront une construction logique identique. En gros, ils pensent que les autres nations pensent comme eux. Donc ce qui est une priorité pour mon pays serait aussi une priorité pour d'autres pays. Et c'est exactement ce que nous voyons avec la guerre en Ukraine. L'Occident, les États-Unis et l'Europe n'arrivent pas à comprendre comment les Russes, les Chinois, les Indiens, les Turcs et les Iraniens pensent si nous pensons qu'ils ne veulent que le pouvoir. Bien sûr, mais la question n'est pas le pouvoir en soi, mais la façon dont ils comprennent ce qu'est le pouvoir. Et la manière dont ils vont atteindre ce pouvoir, c'est là que ça va différer. Alors, on voit des situations où, pour une raison ou une autre, des analystes pensent que la Chine veut que la guerre en Ukraine se termine rapidement parce que cela affecterait le marché européen, qui est un grand acheteur de la Chine. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est une vision du monde quelque peu obsolète. Un monde, disons, des années 90, orienté par le marché parce que, fondamentalement, nous étions sous la relative hégémonie des États-Unis. Mais même à cette époque, et aujourd'hui, cela n'est pas correct. Pour la Chine, la question en Ukraine est une question de lutte pour la survie et le pouvoir. Et contrairement à ce que l'on pense, l'argent n'est pas le pouvoir. Ce sont des choses différentes. Si la Chine était aussi préoccupée par le marché et les questions économiques que le pensent les analystes occidentaux, elle ne se serait pas imposé des confinements aussi radicaux qui ont mis en danger sa propre économie. Donc non, elle n'est pas préoccupée ni en train de faire pression sur la Russie pour que cette guerre se termine rapidement. Car pour elle, c'est un conflit indirect avec l'OTAN et qu'après la Russie, ce sera son tour. Quand je vivais à Hong Kong, il y avait une phrase courante que la population de la ville disait et qu'ils utilisaient pour parler des Chinois, qui était essentiellement « Seuls les Chinois comprennent l'esprit des Chinois », et c'est vrai, mais cela s'applique à d'autres peuples en plus des Chinois. D'ailleurs, cela s'applique à tous les peuples qui ont eu une construction civilisationnelle différente. Donc quand je vois des analystes, que ce soit sur des chaînes YouTube ou à la télévision, parler de ce que veulent ou pensent d'autres pays en dehors du bloc occidental, je suis sceptique. Très sceptique et prudent, parce que la plupart pensent avec la mentalité des États-Unis et de l'Europe. Et ce n'est pas que ce soit un problème, mais la question était que la probabilité qu'ils se trompent sur ce que veulent les autres nations en dehors de ce bloc est très élevée. Dans le domaine du renseignement, nous appelons cela le culting, l'intelligence culturelle, c'est-à-dire à quel point une personne connaît la culture locale. Parce qu'en connaissant la culture, l'histoire de ce peuple, vous pourrez plus facilement comprendre leur logique, leur perception de l'univers. Cela va des petits détails insignifiants qui apparemment n'ont pas d'importance jusqu'à la grande stratégie des nations. David Priestland, dans son livre Une histoire du pouvoir, fait une division des castes de la société humaine. Même si sa vision comporte quelques failles, son ouvrage aide à un niveau modéré à comprendre l'inclination des différentes nations dans les relations internationales. Fondamentalement, Priestland parle de la transition des premières sociétés humaines jusqu'à l'émergence des États et à la formation des castes, qu'il divise en trois: la caste des guerriers, la caste des sages et la caste des marchands. En résumé, Priestland dit que les sociétés humaines ont évolué au fil du temps et ont été marquées par ces trois castes. Et au cours de l'histoire, les différentes civilisations sont tantôt gouvernées par une caste, tantôt par une autre. La caste dominante s'associerait à une autre caste pour soumettre la troisième caste. Et ainsi, ce processus historique tournerait dans le temps et dans l'espace. La caste des guerriers a été la caste dominante dans la majeure partie du monde jusqu'au Moyen Âge, cette caste étant responsable de la protection de la société et des terres. Ils étaient formés à l'art de la guerre et avaient accès aux armes et aux chevaux pour la défense et l'attaque.
Ensuite, la caste des commerçants, qui a commencé son processus de domination à partir de la période médiévale. Cette caste est responsable du commerce et de la production de biens et de services. Ils ont été capables d'accumuler des richesses et ont progressivement converti cela en pouvoir politique. Et enfin, nous avons la caste des prêtres ou des sages. Si d'un côté, il semble que je ne parle que des personnes responsables de la spiritualité et de l'enseignement religieux, cette caste inclurait également les scientifiques, les universitaires, les bureaucrates, ou en essence ceux qui s'occupent des aspects psychologiques, mentaux et intellectuels. Et les différents types de professions que nous avons seraient enliés, faisant partie de l'une de ces trois castes qui, au fil de milliers d'années, ont évolué et se sont modifiées, mais qui, fondamentalement, continuent autant d'être ces trois castes. Sa théorie, comme je l'ai dit, comporte des failles, mais les variables qu'il apporte nous aident au moins à comprendre l'orientation de certaines nations en fonction du profil des élites dominantes de ces sociétés. Donc, comme le dit Priestland, la caste dirigeante s'associe à une autre caste pour dominer la troisième caste, les ressources et les moyens de production. Par exemple, les pays où l'élite dominante appartient principalement à la caste des commerçants sont plus orientés vers le commerce et la recherche du profit. Ainsi, lorsque nous regardons les États-Unis historiquement, par exemple, nous voyons que traditionnellement, la caste dominante était celle des commerçants. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis sont issus de l'Empire britannique, qui était également une société dominée par une élite liée à la caste des commerçants. C'est intéressant parce que dans les deux cas, l'Empire britannique et les États-Unis, la caste des commerçants s'est associée à la caste des guerriers, dans le cas des militaires. Un autre exemple dans ce sens se produit avec la Chine. Dans presque toute son histoire, les commerçants ont été la caste qui a fourni les moyens pour qu'une autre caste domine cette nation. Fondamentalement, l'histoire de la Chine est une alternance de pouvoir, parfois avec la caste des guerriers au pouvoir, parfois avec la caste des sages, mais cette caste dominante est toujours soutenue par la caste des commerçants. Les seules exceptions dans l'histoire de la Chine en général se produisent pendant de brèves périodes, généralement lors de guerres civiles qui durent quelques décennies ou alors lors de grandes insurrections ou de troubles politiques majeurs. Car comme nous parlons de la Chine, quelques décennies ce sont des périodes brèves pour une nation qui a des milliers d'années d'histoire. La dernière exception a eu lieu juste après la Révolution chinoise en 1949, lorsque les castes des sages, bureaucrates du Parti communiste se sont associés à la caste militaire pour tenter d'éradiquer la caste des commerçants. Et en conséquence, la Chine a subi une série de calamités pendant 3 décennies qui ont coûté la vie à au moins 50 millions de Chinois. Les échecs des décisions de la direction du Parti communiste, comme le Grand Bond en avant ou la Révolution culturelle, ont rapidement poussé Mao Zedong à se tourner vers la caste des commerçants, qu'il avait auparavant tenté d'exterminer, afin qu'elle l'aide désormais à sauver la Chine et à restaurer ce que la Chine a toujours été, une nation à prédominance commerciale. Deng Xiaoping a alors remplacé la caste des guerriers par celle des commerçants, pour soutenir le pouvoir de la caste des sages, c'est-à-dire la direction des bureaucrates du Parti communiste. Comprenez dans ce sens que, dans le cas chinois, la caste des sages correspond à ces intellectuels du Parti communiste chinois qui, dans une perspective historique, jouent un rôle similaire à celui des anciens mandarins de l'Empire chinois, des bureaucrates hautement intellectuels qui administraient l'Empire chinois à l'époque et qui aujourd'hui font la même chose, mais à travers le Parti communiste. Ainsi, la Chine et les États-Unis sont à la fois extrêmement semblables et différents, plus semblables qu'ils ne voudraient l'admettre, mais plus différents qu'ils n'auraient besoin de l'être. Les deux nations sont orientées vers le commerce. Ce sont des nations commerçantes, mais aux États-Unis, cette caste a été celle du commerçant, le protagoniste, tandis qu'en Chine, la caste du commerçant ou du marchand, selon la traduction que vous utilisez dans le livre, est toujours la caste qui soutient une autre caste qui détient le pouvoir.
Cela illustre essentiellement comment les deux nations valorisent dans le commerce, mais en même temps perçoivent dans le commerce de manière différente. Les Américains voient dans le commerce leur mode de vie, tandis que les Chinois voient dans le commerce un outil de pouvoir. Ce qui nous amène à la Russie où la caste des commerçants n'a jamais été influente. Si l'on prend le temps d'analyser l'histoire de la Russie, que ce soit sous l'Empire russe, l'Union soviétique ou la Fédération de Russie, on voit essentiellement une alternance entre la caste militaire et la caste des sages accédant au pouvoir. Parfois les militaires sous l'Empire, parfois une Russie plus religieuse, puis à nouveau les militaires, ensuite les bureaucrates du Parti communiste de l'Union soviétique, et de nos jours, les soi-disant Siloviki, qui sont l'élite liée à l'appareil de sécurité de la Russie. Mais cette alternance du pouvoir en Russie, avec tantôt la caste des guerriers et tantôt la caste des sages accédant au pouvoir, se fait avec l'un soutenant l'autre simultanément, et la caste des commerçants reste généralement en dehors de cette lutte. Ainsi, la caste des sages accède au pouvoir avec le soutien de la caste des guerriers, puis la caste des guerriers reprend le pouvoir avec le soutien de la caste des sages. Peut-être qu'ici tu es confus parce que tu te demandes quelle est la logique pour qu'une caste soutienne une autre caste afin d'accéder au pouvoir. Mais c'est parce que tu dois garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas de 3 groupes, mais de 3 castes. Chaque caste comprend plusieurs groupes en son sein, et souvent ces groupes, à l'intérieur de cette caste, se disputent ou s'affrontent entre eux, ou bien forment des alliances avec des groupes d'autres castes. Donc par exemple, quand nous parlons de la caste des guerriers, bien sûr nous parlons des militaires, des forces armées et des policiers. Mais pense aussi par exemple aux athlètes. Parce qu'en général, les groupes qui font partie de la caste des guerriers valorisent la renommée, la gloire et les démonstrations de courage ou de dépassement physique. Dans la caste des commerçants, ne pense pas qu'il s'agit d'un seul groupe de commerçants, mais de tous ceux liés à la fonction de production de richesse. C'est-à-dire les agriculteurs, les industriels, les banquiers, les entrepreneurs ou les groupes qui privilégient la compétitivité, l'entrepreneuriat. Et dans la caste des sages, comme je l'ai dit auparavant, ne pense pas seulement aux chefs religieux, mais aussi aux scientifiques et aux universitaires ou alors aux bureaucrates qui administrent l'État, des groupes qui valorisent le pouvoir de la parole et de l'expression, le pouvoir du savoir, l'importance de la hiérarchie, et ainsi de suite. Et rappelez-vous que même au sein d'une caste, les groupes peuvent aussi privilégier des choses d'ensemble différentes. Par exemple, les sages religieux vont valoriser la foi, mais les sages, les technocrates ou ce que seraient les scientifiques vont valoriser le scepticisme. Par exemple, ne voyez pas tout cela de manière trop rigide, car il y a des exceptions et des particularités propres à chaque groupe. Comprenez que sa théorie n'est qu'une métrique, une boussole qui nous aide à simplifier un contexte historique ou géopolitique, et non une écriture sacrée qui doit être suivie à la lettre. Donc en prenant cela comme base d'orientation, remarquez que dans la plupart des cas, les pays démocratiques sont ceux où la caste dominante est celle des commerçants. Il y a des exceptions, mais en général dans les pays démocratiques, la caste des commerçants, aussi ce n'est pas elle qui domine, c'est elle qui soutient la caste au pouvoir. De même, dans les pays où la caste dominante est celle des guerriers ou des sages, il s'agira généralement de dictatures ou de pays plus fermés. Cela nous amène à la question de savoir pourquoi de telles élites finissent par avoir cette configuration, pencher davantage vers telle ou telle caste. Et la réponse à beaucoup de ces questions, bien que pas à toutes, vient de la géographie de ces pays. Aujourd'hui, je suis impressionné de voir à quel point le facteur géographique a été si sommairement ignoré dans les cours d'économie, de relations internationales et de sciences sociales dans les années 90 et 2000. D'ailleurs, même de nos jours, il existe encore des professionnels de ces domaines qui ignorent l'influence de la géographie ou pensent qu'elle a une valeur moindre, qu'elle n'aurait pas une grande influence. Croire que tout est construction sociale et que des aspects comme la géographie et même la génétique n'influenceraient pas les prises de décision des personnes et, par conséquent, des dirigeants, c'est littéralement l'équivalent du négationnisme scientifique dans les sciences humaines.
Jared Diamond, dans son livre Guns, Germs and Steel, Armes, Germes et Acier, dit que l'histoire a suivi des chemins différents pour les différents peuples en raison des différences entre les environnements dans lesquels ils vivaient, et non à cause d'une supposée différence biologique entre les peuples. De nos jours, puisque ce livre est déjà ancien, nous savons qu'il y a quelques failles dans son affirmation en ignorant le facteur biologique. Mais l'influence de la géographie sur l'évolution des différents peuples démontre comment la théorie de Priestland, la théorie des castes, qui les divise en élites, a un fondement. Gérard explore comment l'environnement géographique et la biogéographie ont influencé le développement social, même si dans le passé, de nombreux historiens ont exclu cette possibilité parce qu'ils l'appelaient déterminisme environnemental. Et croyez-moi, rien n'irrite plus les historiens ou d'autres scientifiques des sciences humaines que la possibilité que l'être humain n'ait pas le contrôle total sur son propre destin, recourant souvent à des thèses pseudo-scientifiques ou ignorant les recherches d'autres domaines. C'est pourquoi je trouve si valable lorsque des scientifiques des sciences exactes et biologiques essaient de s'aventurer dans l'histoire, car non seulement ils apportent un regard plus technique et moins passionné, mais ils sont aussi souvent plus rigoureux scientifiquement que beaucoup d'historiens qui pensent que tout serait une construction sociale. Parce que, comme Diamond le montre, grâce aux nouvelles informations fournies par la science, à travers des disciplines comme la génétique, la biologie moléculaire, l'écologie comportementale, la linguistique, les études archéologiques et bien d'autres, il est possible de mieux comprendre comment l'environnement a influencé le développement humain. Il montre l'importance de comprendre comment l'environnement a affecté différentes sociétés au cours de l'histoire, depuis les sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu'aux civilisations actuelles, et comment cette compréhension peut aider à expliquer les différences sociales et économiques constantes entre les peuples. Il soutient que la différence dans l'évolution des sociétés humaines a été causée par des différences environnementales et géographiques. Il examine l'hypothèse selon laquelle le succès ou l'échec d'une société est lié aux conditions géographiques dans lesquelles elle se trouve. Pour lui, les premières grandes civilisations connues sont apparues dans la région du Croissant fertile, qui correspond aujourd'hui à l'Égypte et s'étend jusqu'à l'Irak, car cette région a été la première à développer l'agriculture. Et cela s'est produit parce que cette région possédait une variété de plantes et d'animaux plus faciles à domestiquer, en plus d'un climat favorable et de rivières navigables qui permettaient le transport des aliments, ce qui a permis à ces sociétés de se développer plus rapidement que dans d'autres régions du monde. D'un autre côté, les sociétés africaines subsahariennes et australiennes n'ont pas été capables de développer l'agriculture en raison du manque de plantes et d'animaux domesticables, ainsi que les conditions climatiques dans lesquelles elles se trouvaient, qui n'étaient pas favorables. Jared conclut que l'évolution des sociétés humaines est en grande partie déterminée par les conditions géographiques et environnementales dans lesquelles elles se sont développées. En général, à quelques exceptions près, les sociétés qui se sont développées dans des régions favorables à l'agriculture et au commerce ont tendance à se développer plus rapidement et, par conséquent, à créer des institutions plus complexes que celles qui se sont développées dans des régions défavorables. Voyez que, par exemple, jusqu'à récemment, dans la région appelée Heartland, le cœur continental, que j'ai déjà expliqué ici sur la chaîne, nous n'avons pas eu de grandes civilisations, ou celles qui sont apparues n'ont pas duré longtemps. Un autre exemple de la façon dont la géographie a influencé la géopolitique vient de la révolution industrielle. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la révolution industrielle a commencé en Angleterre et non dans des nations qui auraient pu être considérées comme plus riches, comme par exemple le Portugal ou l'Espagne. Mais la géographie et le type d'élite, ou dans ce cas les castes dominantes, sont deux facteurs qui ont été décisifs. En résumé, car ce n'est pas le sujet principal de la vidéo, l'Espagne, le Portugal et l'Angleterre étaient des empires dominés par la caste des guerriers qui s'étaient associés à celle des commerçants. Mais il y avait une différence. Le Portugal et l'Espagne avaient recommencé la course pour établir leurs empires d'outre-mer plus tôt, donc leurs élites étaient plus à l'aise avec leur domination. Elles n'avaient pas besoin d'innover,
car elles dominaient essentiellement la majeure partie des routes commerciales des Amériques, de l'Afrique et de l'Asie. Les élites portugaises et espagnoles, en essence, étaient des élites de transporteurs. En Angleterre, la situation était beaucoup plus compliquée, car ils étaient partis relativement tard dans la course. Il y avait des décennies de différence entre les Anglais et l'avantage des empires ibériques. Ainsi, leur caste de commerçants ne pouvait pas se contenter d'être simplement des transporteurs et a dû chercher l'innovation dès le début pour compenser ce retard. Et pour cela, elle a misé sur l'industrie. La France finirait par essayer de miser sur l'industrie aussi, mais la situation de la rivalité entre ces castes était plus compliquée, car il faudrait beaucoup plus de temps pour que la caste des commerçants ait une quelconque importance sur la scène politique française. En gros, les Français étaient dominés par la caste des guerriers en association avec la caste des sages. Rappelez-vous que dans le cas de l'Angleterre, du Portugal et de l'Espagne, la caste des guerriers dominait avec l'association de la caste des commerçants. Mais en plus de l'accommodement des Ibériques et du manque de moyens des Français, les Anglais avaient encore un autre avantage qui était la géographie. Au cours du XVIIIe siècle, la caste des commerçants a gagné du pouvoir en Angleterre, ce qui a ouvert un espace politique pour le boom industriel du XIXe siècle, qui sera en fait la fameuse révolution industrielle. Et cela s'est produit parce que l'Angleterre avait un accès direct sur son propre territoire à une grande quantité de ressources naturelles, incluant principalement le charbon, le fer et l'eau, qui ont été cruciales pour le développement de l'industrie. Si l'on regarde les cartes de la répartition du charbon en Europe continentale, on voit que les plus grandes réserves d'Europe à l'époque se trouvaient dans des zones de conflit. Et cela va stimuler la plupart des guerres européennes pendant les 120 années suivantes, y compris la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'Angleterre possédait cette énorme réserve sur son propre territoire, isolé par la mer. Ainsi, la combinaison du type d'élite qui a émergé en Angleterre avec la géographie ne pouvait aboutir qu'à un empire marchand. Technologiquement avancé, soutenu par la puissance de l'industrie, si cette réserve de charbon s'était trouvée dans un autre pays, il est peu probable que nous aurions eu un résultat équivalent. Les Portugais et les Espagnols, même s'ils étaient assis sur une source de charbon aussi grande, auraient difficilement pu l'utiliser car ils n'en auraient pas vu la nécessité. Si cela avait été en France, en plus d'être sous la pression de tous ses voisins, elle n'aurait pas non plus une élite de la caste des commerçants. On remarque donc comment la construction d'élites basée sur une caste spécifique s'articule avec la géographie. On donnait comme résultat l'histoire du monde telle que nous la connaissons. Alors, vous remarquez comment la théorie de Jared Diamond dans son livre « Armes, germes et acier » sur la géographie et la nature finit par influencer l'histoire et la formation d'une culture qui à son tour conduit à Pristiland dans sa théorie des castes, déterminant les caractéristiques des élites de cette société et la structure de la société de ce pays, ainsi que la caste qui sera éventuellement dominante à cette période. Et bien que l'accent de Pristiland soit une relecture assez pauvre du marxisme, cherchant à faire passer de force la thèse selon laquelle nous entrerions maintenant dans une période dominée par la caste des sages, et, par conséquent, une façon pour lui de justifier l'ascension du socialisme, ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. Sa thèse sert de base pour comprendre les différents pays en fonction de leurs élites, de leur géographie, de leur histoire et de leur culture. Ainsi, les deux thèses de ces deux auteurs nous aident à comprendre pourquoi certains pays, comme la Russie ou l'Iran, auront difficilement des démocraties. Et je dis difficilement, presque en disant que c'est impossible, tandis qu'elles expliquent pourquoi les États-Unis sont devenus une démocratie et peut-être même une anomalie historique dans le monde, ce qui est préoccupant à mesure que la caste des sages prend le pouvoir au sein du gouvernement des États-Unis au détriment de la caste des commerçants. Ce qui pourrait signifier que les États-Unis, en suivant cette voie, pourraient cesser d'être une démocratie à l'avenir, ce qui est assez inquiétant. Mais laissons cela pour une autre occasion.
Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et un immense merci aux membres de la chaîne, car c'est grâce à eux que je peux continuer à vous apporter du contenu sur la géopolitique et l'histoire. Et si tu ne peux pas devenir membre pour aider la chaîne à continuer de grandir et d'apporter du contenu, alors partage la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification. Cela aide déjà beaucoup, surtout si tu partages beaucoup les vidéos de la chaîne. À bientôt et prends soin de toi.